Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ce webinaire, donc, comme je le disais, qui va traiter du pilotage et de l'automatisation du bâtiment au travers de tout le projet qui est consacré au Berry Territoire Innovant. Donc, je vous propose dans un premier temps de faire un tour de table pour vous présenter les différents participants et différents intervenants de ce webinaire. Donc, on va aller de gauche à droite. Je laisse la place à Pascal. Oui, bonjour à tous. Donc Pascal Bourdillon, je suis directeur de Berry Numérique. Bonjour à tous, Christophe Courtemanche, donc directeur du syndicat mixte RIP 36. Bonjour à tous, Bernard Bourrin, directeur du développement Ubicité. Donc Ubicité intervient avec Sinox dans le cadre d'un marché qui vous sera présenté tout à l'heure par Pascal et Christophe, qui travaille sur le projet de territoire connecté de Berry Territoire Innovant. Merci Bernard. Et pour ma part, donc Domingos Bruno, je suis directeur commercial du groupe Sinox. Et nous sommes un peu les hôtes de ce webinaire. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'ensemble des intervenants, sur votre présence et sur la présentation de tout ce projet qui a désormais plus que bien démarré et dont on va spécifiquement consacrer au bâtiment sur ce webinaire. Donc, je vous propose de démarrer la présentation. Allez-y, Christophe. Vas-y, Pascal. Sur le projet, hein, on est en partenariat donc côté acteur public sur le Cher et l'Indre, donc avec respectivement le syndicat mixte du Cher, Berry Numérique, le syndicat mixte de l'Indre, RIP 36. Donc vous nous connaissiez historiquement sur le déploiement de la fibre optique depuis une dizaine d'années, et donc on a décidé de lancer ensemble ce projet qu'on a appelé Berry Territoire Innovant, qui s'est décidé suite au schéma directeur usage et services numériques qu'on a réalisé en 2023. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est de permettre de connecter des capteurs pour collecter un certain nombre de données qui ont vocation à permettre de rendre l'action publique plus moderne, plus durable, plus efficace surtout. Et dans une logique de mutualisation pour que ces nouveaux services et ce nouveau réseau soient potentiellement demain disponibles partout, de la commune urbaine à la commune la plus rurale. Voilà, donc ça c'est le cadre de ce projet. Et donc effectivement, on a passé un marché avec des prestataires qui sont aujourd'hui avec nous, donc Ubicité et Sinox. Et l'objectif, c'est surtout qu'on vous explique en quoi ce projet peut venir répondre à des problématiques que vous pourriez avoir en tant qu'acteur public dans la gestion de vos bâtiments, en sachant qu'il est plus large que ça, mais aujourd'hui, on se concentre sur la gestion des bâtiments. On est aussi très actif sur la télérelève de l'eau notamment, et surtout d'autres cas d'usage qui nécessitent d'avoir des capteurs connectés. Bon, juste dire que c'est un projet effectivement qui est en marche, hein, puisque dans le domaine de l'eau, on n'est plus en phase d'étude, on est en phase de déploiement. Donc c'est un projet qui est réellement parti opérationnel aujourd'hui. Tout à fait. Parfait. Je vous propose de revenir un peu sur le contexte du projet pour en voir un peu la genèse et l'état d'avancement. Donc c'est un projet qui a été effectivement lancé en termes de commande publique en janvier 2024, donc sur un marché global qui à la fois nous permet d'adresser tous les sujets de la thématique, donc à la fois l'achat de capteurs pour les acteurs qui le souhaitent, le déploiement, l'exploitation, la maintenance d'un réseau donc sur une technologie qui s'appelle le LoRa, mais peu importe, un réseau qui peut permettre d'aller connecter des capteurs qui sont eux pas connectés à l'énergie, donc des capteurs sur pile qui tiennent longtemps, et puis donc la plateforme de données qui permet de gérer tout ça. On a attribué ce projet à été 2024, donc à un groupement porté par Ubicité. Et donc, comme le disait Christophe, on est maintenant vraiment dans l'opérationnel. On a déjà une trentaine de passerelles LoRa déployées qui fonctionnent. On a plus de 2000 capteurs qui remontent déjà, donc essentiellement des compteurs d'eau. Et on a surtout une grosse vingtaine d'adhérents à ce projet parmi les collectivités de l'Indre et du Cher, que ce soit des communes, des syndicats d'eau, des communautés de communes.
D'ailleurs, je pense que certains des participants font partie de nos adhérents de la première heure, entre guillemets, donc de ce début de projet. Et donc, on est sur un projet qui est parti pour durer, hein, puisqu'on a attribué un marché pour 10 ans. Donc ce réseau LoRa, c'est un changement de contexte qui est majeur et qui est pérenne. Et donc, le périmètre du projet, hein, c'est bien. Donc, aujourd'hui, voilà, on a une trentaine de passerelles qui doivent couvrir à peu près une trentaine de communes. L'objectif, c'est bien à terme et d'aller couvrir 100% de nos départements, sachant qu'on ne déploie le réseau que là où on a au moins un premier client qui se manifeste. Et donc, bah voilà, si vous avez un projet, l'intérêt de ce dispositif, c'est que c'est pas la peine de vous demander si est-ce qu'on a la couverture, est-ce qu'on est sûr de pouvoir le faire ou pas. Si vous avez un projet, la couverture, on la mettra en place pour que ça devienne possible. C'est l'intérêt d'avoir un réseau souverain des acteurs publics et pas de dépendre d'un acteur privé qui maîtrise sa couverture, comme sur le réseau mobile, par exemple. Voilà, donc ce qui est important de retenir, c'est qu'on est aujourd'hui en plein dans l'opérationnel, qu'on a encore plein de choses à mettre en place, mais qu'en tout cas, on peut dès à présent venir vous voir, étudier votre problématique et vous proposer de mettre en œuvre une solution pour y répondre. Merci beaucoup, Pascal. Très bien. À ce stade. Voilà. De manière un petit peu plus précise, comment se passent en fait les différentes étapes d'un projet bâtimentaire? Donc, comme l'a expliqué Pascal, en effet, une collectivité territoriale qui va exprimer un besoin, donc va adhérer donc au projet et donc va pouvoir en effet bénéficier de ces services. Alors, il y a deux solutions. C'est soit on est sur un territoire où déjà le réseau, comme l'a expliqué Pascal, dans le cadre de la télérelève de l'eau, aura déjà été déployé. Et dans ce cas-là, on va pouvoir bénéficier d'ores et déjà finalement de ce réseau disponible. Mais il est également prévu que dès lors qu'il y a une demande qui soit faite, que le réseau soit déployé pour répondre à ces besoins bâtimentaires. L'idée aussi, c'était une fois ces besoins exprimés, c'est vous aider à les formuler pour en fait sur ces problématiques bâtimentaires, ces problématiques d'énergie. Nous, on a essayé on vous présentera tout à l'heure, on a essayé de simplifier en fait la prise en compte de ces besoins en essayant de constituer des packs pour les différents types de bâtiments. Une fois ces besoins cadrés, globalement, ça va passer par deux étapes, c'est-à-dire la première étape, ça va être d'installer finalement des objets connectés dans les bâtiments ou à proximité des bâtiments pour collecter de la donnée, piloter certains équipements. Et puis et bien évidemment, avec notre partenaire Sinox, ça va être la mise en place de tableaux de bord type qui vont vous permettre de traiter ces données et puis voir éventuellement d'aller plus loin, d'activer certains équipements. Et après, donc les informations étant collectées, ça va permettre d'exploiter les usages, d'avoir des données qui puissent être traitées dans le temps. On a souvent entendu parler des capteurs d'air qui étaient posés, mais pour lesquels dans le passé, où en fait, il n'y avait aucune donnée qui était collectée. Donc, l'idée, c'est que vous avez quelque chose qui est pérenne, qui va permettre d'être exploité. Si, par exemple, vous avez fait des travaux d'amélioration, et globalement, vous allez pouvoir en mesurer l'efficacité. Et puis, l'idée aussi, c'est tout au quotidien, une fois cette prise en main réalisée, de pouvoir former soit les agents, soit l'élu, en fait, suivant la configuration de la taille de la collectivité, voire éventuellement après, par la suite, d'avoir un retour d'expérience quelques mois après de ce qui a été fait pour éventuellement faire un paramétrage un petit peu plus précis sur vos besoins. Parfait. Merci, Bernard. Donc, on va passer maintenant à entrer un peu plus dans la matière de l'Internet des objets consacré au bâtiment. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir vous donner quelques chiffres qui sont assez significatifs, mais que vous connaissez déjà peut-être. Donc, en fait, en moyenne, 10% d'économie est générée pour les bâtiments publics de moins de 500 mètres carrés avec juste la mise en place de quelques objets connectés. Et alors, bien évidemment, ce n'est pas le fait d'installer des objets connectés qui vont générer cette économie, c'est juste le fait de savoir comment se comporte la consommation d'énergie à l'intérieur du bâtiment avec quelques objets très simples et qui permettent de mettre en lumière immédiatement des poches d'économie qui apparaissent évidentes avec
des consommations hors occupation des bâtiments ou des problématiques de fuite quand on parle de l'eau. Et ces sujets-là vont se révéler par le fait qu'avec quelques capteurs, on puisse mesurer ces paramètres. L'autre chiffre, c'est que 70% des systèmes de gestion, si toutefois vous avez entendu parler de gestion technique du bâtiment, si vos bâtiments sont déjà équipés, donc 70% de ces systèmes sont peu ou mal utilisés. Ils permettent le pilotage d'équipements et finalement, il n'y a pas de scénarios qui sont mis en place pour optimiser l'efficience énergétique et finalement, donc, on ne profite pas de ces équipements sur lesquels vous avez investi et qui sont en place. Alors, parlons un peu plus de la gestion technique du bâtiment et quand on parle de pilotage de bâtiments, ce que ça représente. Alors, le pilotage, donc on peut piloter à distance en fait différents objets. Et on peut aussi, on va mettre en place des capteurs qui vont permettre d'activer certaines choses. Donc, par exemple, tout bêtement, on a le cas du radiateur connecté. On va pouvoir lancer une instruction pour changer la température dans une pièce. Et puis, il y a également une deuxième chose aussi, c'est on peut aussi s'interfacer, quand vous avez des différents systèmes de gestion existants, s'interfacer avec un automate. Et donc, c'est des fois un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais c'est aussi quelque chose qui est envisageable et de pouvoir, en fait, et on peut avoir aussi également un mixte des deux, parce que des fois, les automates ne gèrent pas tous les objets, et l'intérêt, c'est aussi de croiser avec certaines informations. Des fois, vous avez des informations, il n'y a pas forcément des capteurs de présence dans une pièce, et on se rend compte que finalement, il y a du chauffage. Il y a peut-être une action à mener pour pouvoir mieux piloter son bâtiment. Alors, le contexte réglementaire, Domingos. Alors, le contexte réglementaire, bon, encore une fois, ce sont des notions que vous connaissez peut-être déjà. Aujourd'hui, il y a deux décrets qui priment dans le bâtiment. Le premier étant le décret tertiaire, sur lequel, en fait, pour résumer, c'est une exigence de résultat, c'est-à-dire en termes d'économie d'énergie par rapport à une année de référence. Donc, tous les bâtiments qui ont été construits après 2010, vous êtes tenus de pouvoir définir une année de référence qui est comprise entre 2010 et 2020. Donc, l'année de référence, généralement, c'est l'année où vous avez le plus consommé d'énergie, où la facture énergétique a été la plus élevée au sein du bâtiment. Et à partir de là, cette année de référence, vous allez avoir donc un objectif qui s'affiche, qui est d'économie d'énergie, donc de 40% à horizon 2030, 50% à horizon 2040 et enfin 60% à horizon 2050. Donc, l'État suit cette exigence de résultat au travers d'une plateforme qui s'appelle Opera, et dans lequel tous les bâtiments de plus de 1000 m² sont tenus de déclarer les consommations énergétiques. Et c'est là où un système très simple d'objets connectés avec une plateforme comme celle que l'on utilise permet de façon automatisée de déclarer ces consommations énergétiques et donc de satisfaire à ce premier décret qui est le décret tertiaire. Vous en avez donc un deuxième, le décret BAX, qui lui a une exigence de moyens au travers de laquelle vous allez pouvoir aussi obtenir des subventions, des C2E. Et donc, l'exigence de moyens implique que vous équipiez les bâtiments de systèmes de pilotage, d'automatisation, ce qu'on appelle donc des gestions techniques du bâtiment. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez plusieurs classes qui sont plus ou moins efficientes, et donc avec un coût plus ou moins élevé, bien évidemment, en fonction de ce que vous vous proposez d'obtenir. Et ces équipements vont permettre de piloter le système énergétique du bâtiment, non seulement, bien évidemment, tout ce qui est chauffage, climatisation, l'eau chaude sanitaire, qui sont les équipements qui sont les plus énergivores dans un bâtiment, avec la climatisation. Et à partir de là, vous allez pouvoir très simplement mettre en place des scénarios
d'optimisation, d'automatisation sur lesquels, une fois que ces scénarios sont mis en place avec des calendriers, etc., vous allez automatiquement pouvoir améliorer l'efficience énergétique du bâtiment. Donc, si on résume, la première exigence avec l'installation de capteurs très simple vous permet d'aller prendre déjà une économie entre 5 et 15% généralement. L'exigence de moyens, où vous allez sur un niveau plus élevé, vous permet d'aller chercher une efficience énergétique plus importante et vous permet donc de satisfaire aux exigences donc, qui sont au 1er janvier 2025 sur des bâtiments qui ont une puissance supérieure à 290 kW. Et à partir du 1er janvier 2027, tous les bâtiments qui ont une puissance supérieure à 70 kW seront concernés par ce décret BACS. Ce qu'on peut peut-être retenir, c'est que ça ne concerne pas tous les bâtiments ni toutes les collectivités, mais derrière, ce qu'il faut en garder en l'esprit, c'est que une gestion vertueuse de son énergie, alors même si peut-être le décret tertiaire, donc déjà qui est limité que sur les bâtiments tertiaires, hein, Oui. et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des économies sur les bâtiments qui ne sont pas tertiaires. Et puis le décret BACS, donc assez exigeant, mais ça montre cette tendance à vouloir travailler sur les économies d'énergie et une gestion vertueuse de son énergie. Donc, ce qui n'empêche pas d'avoir des systèmes vertueux de l'énergie sur des bâtiments de plus petite taille, et on le verra tout à l'heure aussi également pour une petite commune rurale, c'est tout à fait envisageable, au-delà de ces exigences réglementaires, de pouvoir faire des économies d'énergie au quotidien. Absolument. Donc, on peut peut-être parler aussi du contexte de la qualité de l'air ? Absolument. Alors, le contexte de la réglementation concernant la qualité d'air intérieur, vous l'avez tous vécu, malheureusement, surtout à la période de la pandémie de Covid. Finalement, il y avait une obligation d'équiper notamment les écoles maternelles, élémentaires, les crèches, donc tous les établissements de ce type avec un appareil permettant dans les salles de classe, dans les salles communes, de pouvoir mesurer la qualité d'air intérieur. Donc, cette obligation-là s'est étendue progressivement aux enseignements, enfin aux établissements du second degré. Et aujourd'hui, enfin peu à peu, on arrive aujourd'hui à une obligation, y compris sur les établissements de santé de type EHPAD, les établissements médico-sociaux ou tous les établissements accueillant du public. Donc, in fine, vous devez satisfaire à cette réglementation-là. Et satisfaire à cette réglementation, ça se fait de façon très simple, puisque aujourd'hui, avec un capteur dans une partie commune, dans une salle de classe, pour prendre ces exemples, il est très simple de pouvoir remonter et de mesurer la qualité d'air intérieur, donc le niveau de CO2 dans une classe, et de pouvoir immédiatement agir, être alerté en fonction des particules et de la teneur en particules dans l'air ambiant, et de pouvoir donc déclencher soit un flux d'air, donc la ventilation, pour pouvoir renouveler l'air, soit de pouvoir prendre des mesures, quelles que soient, même si c'est juste ouvrir les fenêtres, histoire que les... très pragmatique. Exactement, c'est absolument très pragmatique. Il n'y a pas de choses très compliquées à mettre en place pour pouvoir satisfaire à cette réglementation. Et le simple fait de mettre un capteur permet déjà aujourd'hui de remonter de façon automatique et d'être alerté de façon automatique si la saturation de l'air se fait. Ok, donc ça va concerner en fait les problématiques de gestion des bâtiments vont bien évidemment dépendre des compétences de la collectivité, donc suivant que ce soit une mairie, une EPCI, voire les besoins du département. Donc on peut étendre aussi cela aussi dans les établissements de santé. Donc, on s'intéressera tout à l'heure un petit peu donc à la problématique de la mairie, du centre technique municipal, des problématiques qu'on va trouver aussi également dans les gymnases,
Il y a des éléments aussi consommateurs énormément, donc ce sont les piscines, donc après toute la partie sportive, bien évidemment. La partie éducation est aussi également sensible aussi, Oui, parce que c'est la qualité qu'on peut montrer aussi du vécu dans les établissements scolaires, que ce soit qui démarre de la petite enfance au niveau des crèches, et puis école primaire, élémentaire, et puis quand on arrive en effet sur les compétences départementales au niveau des collèges. Également, sur la santé, on peut trouver cela aussi dans les établissements EHPAD, maisons de retraite et puis centres de santé municipaux, sur lesquels on peut travailler également. C'est généralement aussi, pour répondre à tout à l'heure aussi, une meilleure gestion de la qualité de l'air aussi, c'est généralement lié aussi à une meilleure gestion des dépenses énergétiques. Si l'air n'est pas renouvelé, si la ventilation fonctionne correctement, et donc on va pouvoir croiser tous ces types d'informations. Absolument. Et je propose de prendre la question tout de suite au vol de Jean-Claude, qui nous demande concrètement combien de temps ça prend entre le moment où on dit OK et l'installation dans les bâtiments. Donc, on vient de voir qu'il y a plusieurs typologies de bâtiments. Donc, effectivement, il y a peut-être des différences ou des distinctions à faire en fonction de la typologie de bâtiment. Mais ouais. Alors, la première chose, en effet, c'est qu'il y a adhésion donc, au projet. Pascal et Christophe pourront préciser ça de manière plus précise. Mais donc, il y a l'adhésion à ce projet. Et puis après, une fois que cette adhésion est réalisée, je pense qu'on peut compter un délai de 3 mois, tout compris. Ça va dépendre aussi. Ça peut être raccourci si, par exemple, le réseau est déjà disponible sur la zone. En effet, je pense qu'on peut gagner au moins un mois dans la mise en œuvre de la mise en place des capteurs et du paramétrage de la plateforme. Bien évidemment, en ayant eu cet échange de savoir ce que vous voulez mesurer et des actions qu'on veut mettre en œuvre en termes de pilotage ou d'alerting. Voilà. Est-ce que Pascal, Christophe, vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, ce sera sur les diapos à venir. Très bien, allons-y alors. Alors, donc on va les différentes étapes dans la manière dont on va travailler un projet, en effet, sur la gestion bâtimentaire. Donc, la première étape, c'est déjà de faire un état de ce qu'il se passe, de faire un diagnostic, c'est comprendre comment fonctionne le bâtiment, mesurer des éléments importants et surtout aussi prioriser. Donc, souvent, la première chose à faire, c'est mesurer ses consommations. Vérifier un peu les présences, l'usage du bâtiment. Une fois qu'on a ces informations, déjà, on va pouvoir faire certains diagnostics. Donc, c'est un échange aussi. Vous avez l'habitude de connaître les pratiques dans vos bâtiments et peut-être que vous allez découvrir certaines choses qui vous paraissent bizarres par rapport à ce que devrait être l'usage de ce bâtiment. L'intérêt, c'est qu'on va avoir une idée quasiment en temps réel de l'usage du bâtiment. Mais ça ne veut pas dire que ces statistiques aussi, on va pouvoir les garder, les comparer, voir comment le bâtiment il a été utilisé dans le temps. Et donc, ça va permettre de commencer à réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. La deuxième étape, en effet, qui est un petit peu plus... Au lieu de collecter de la donnée, on va commander des équipements. C'est-à-dire, je vous parlais par exemple tout à l'heure, envoyer une consigne sur un radiateur, envoyer une consigne sur un équipement de chauffage, déclencher par exemple, globalement activer une VMC, donc la ventilation, éteindre un éclairage à une... voilà, donc c'est ces premières actions qui vont être menées. Donc là également, on va avoir des économies qui vont pouvoir être réalisées. Et après, l'étape 3, donc ça va être aussi en fonction de différents critères, on va pouvoir lancer et programmer des scénarios. C'est-à-dire qu'on va pouvoir croiser, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir croiser d'informations diverses de capteurs. Donc, s'il y a une présence, s'il n'y a pas de présence, par exemple, à un moment donné, dans un bâtiment, et je peux couper, par exemple, ou diminuer la température, je peux éteindre certains luminaires. Donc, je peux croiser ces informations et avoir des actions qui sont plus réalistes. Je peux aussi avoir des scénarios qui vont être programmés en fonction
des usages. Par exemple, j'ai le club de belote ou de bridge qui va arriver, qui finit en fait normalement à 19h. C'est peut-être pas nécessaire que le chauffage continue au-delà des 19h. Aussi, on va avoir des informations qui vont être intéressantes. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on va collecter de la donnée, avec un peu d'intelligence artificielle, on va comprendre le fonctionnement du bâtiment et on va se rendre compte que finalement, peut-être que je peux éteindre le chauffage à 18h et il fera toujours chaud à 19h. Voilà. Oui, absolument. Voilà. Donc, on va devenir sur quelque chose qui va être progressivement intelligent, mais rien que déjà sur la première étape, de manière très pragmatique, sur la manière de voir ce qui se passe dans son bâtiment, on peut faire des économies rien qu'en changeant les pratiques. Absolument, et c'est des choses que l'on a pu constater, par exemple, dans les cantines scolaires, où, in fine, l'usage qui est fait de la cantine est assez limité dans le temps. Et donc, finalement, on a des exemples d'optimisation où, finalement, la cantine, elle commence à être chauffée désormais à partir de 11h, de 11h30, puis en hiver, et ça s'éteint à partir de 15h ou 15h30, puisqu'elle est complètement inoccupée à ce moment-là. Là où avant, on avait potentiellement une déperdition d'énergie, puisque tout était mis en automatique, c'est-à-dire suivait le scénario de tout le reste du bâtiment, et donc on chauffait à partir de 8h ou 7h du matin jusque tard le soir. Et c'est des choses très simples à piloter, vous voyez, en fonction des zones, qui nous permettent finalement de venir gagner cette économie, générer cette économie en termes de consommation énergétique. Et juste, il y a un truc qui me revient, mais parce que c'était du vécu et des échanges avec certaines collectivités, c'est que ça permet aussi d'objectiver la manière dont ça se passe sur un bâtiment. C'est-à-dire que entre le perçu, il y a une notion sociologique de la manière dont on perçoit un bâtiment. Donc peut-être qu'une personne va trouver qu'il fait froid, l'autre qui va trouver que c'est trop humide, l'autre personne, et alors que son voisin va penser la même chose. Globalement, on aura quelque chose qui sera pas de l'ordre du ressenti, mais qui sera factuel et qui va permettre de mesurer des vraies actions. Absolument. Alors, justement, quand on parlait de ces exemples que l'on vient de donner, on va se pencher un peu plus sur des exemples de supervision du bâtiment et donc les différentes typologies que l'on peut retrouver sur les communes. Alors, ça reste des exemples. L'objectif, c'était de vous montrer quelques scénarios préformatés qui peuvent conduire, comme on l'a dit, à économiser de l'énergie, à être en conformité avec les réglementations, améliorer le confort des occupants. Néanmoins, ce sont des exemples. L'objectif, c'est, vous allez le voir, de cerner, de vous donner quelques idées de coûts, sachant que le point fort du projet, ça reste aussi de pouvoir s'adapter à votre demande. C'est-à-dire que voilà, des capteurs, on peut en ajouter, on peut en modifier la typologie. Tout dépend des objectifs qui sont poursuivis par la collectivité. Alors, on l'a dit, en moyenne, pour mettre en œuvre un projet sur un de ces cas types, il faut compter 3 mois. Alors, il ne faut pas oublier d'adhérer effectivement au syndicat mixte pour pouvoir bénéficier du service. Et puis, bien évidemment, si la connectivité n'existe pas, c'est-à-dire si la passerelle n'est pas déjà déployée pour d'autres clients, il faudra la déployer, mais ça, on l'a dit, ce sera forcément fait dans le délai qui permettra la mise en œuvre du projet. Donc là, on va vous présenter ces quatre packs, les équipements qui sont liés et les coûts qui sont associés. Ok, donc je propose de démarrer par le cas assez connu qui est l'école élémentaire. Donc on a pris en fait des exemples. Donc c'est ce que disait Christophe, c'est que donc on aura peut-être moins de classes, peut-être plus de classes, peut-être plus de salles. Il y aura peut-être également si on tombe par exemple dans la maternelle, on aura des salles de repos également, donc à adapter. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on a conçu quelque chose sous forme de pack, donc qui va nous permettre de proposer à la fois en fait des capteurs, mais aussi des rapports qui sont pré-programmés, ce qui n'empêchera pas en effet la personnalisation
à la fois en fait du tableau de bord, mais aussi dans le choix des capteurs. Donc, il y a un certain nombre de capteurs qui sont référencés. Donc, on va retrouver souvent les mêmes capteurs hein, dans les différents types de bâtiments, mais avec quelques spécificités. Donc, on a fait 2 modes. On a fait une installation plutôt simple de base, et puis une installation si on veut aller plus loin dans un deuxième temps pour piloter, pour mesurer plus finement certaines informations. Donc, je prends un exemple. Donc, sur l'installation initiale, donc là, on avait des capteurs mixtes, hein, en fait, donc qui vont mesurer la qualité de l'air. Donc, ils peuvent mesurer la qualité de l'air, mais donc ils apportent certaines informations particulières, donc notamment la température, l'humidité, le CO2, la luminosité, la détection de présence. Il y en a même qui sont capables de regarder aussi les composés volatiles. Donc, ces capteurs sont multiples et ils permettent des informations assez larges. On va avoir également, on va mettre en place aussi des têtes thermostatiques connectées qui vont permettre de piloter les radiateurs, et puis aussi pour une mesure en effet, donc on peut mesurer directement les flux des compteurs d'électricité, que ce soit Linky ou Gaspard, qui va vous permettre de voir donc en temps réel la consommation du bâtiment. Donc voilà, donc on a un peu chiffré donc ces différents packs donc à adapter. Donc ça se compose d'un achat de matériel, donc d'une part avec la pose. La pose elle peut être faite par Ubicité, mais elle peut être faite aussi par vos services techniques, ça peut être envisageable également. Et puis après, il y a une part d'abonnement en effet sur la plateforme. Si on voulait aller plus loin, en fait, donc on peut aller plus loin. Donc, si on voulait actionner automatiquement certains équipements, donc on peut piloter par exemple un ballon d'eau chaude à différents horaires, suivant des scénarios de présence. On peut aussi également mesurer, si par exemple vous voulez mesurer une décomposition de l'électricité, c'est-à-dire sur les différents départs électriques, ben, je veux mesurer ce qui se passe au niveau de l'éclairage, je veux mesurer ce qui se passe au niveau du chauffage sur la VMC. Ben, je peux avoir ces informations précises et avoir ces informations en temps réel et pouvoir les retraiter. Un usage aussi qui est intéressant, c'est les températures des chambres froides, donc pour préserver notamment dans les cantines la chaîne du froid. Et puis on peut aussi également, dans le cadre de la gestion de l'eau, alors on parle donc au-delà du fait qu'il y a un projet de télérelève de l'eau, c'est-à-dire que dans certains locaux du bâtiment, on peut par exemple mesurer la sous-consommation d'eau. Donc, par exemple, si les toilettes, on constate souvent que les chasses d'eau sont pas forcément bien remises en œuvre, globalement, on est capable de détecter une fuite ou voir là où il y a des risques, globalement, de surconsommation. On peut mettre ça aussi également dans les douches, dans d'autres types de bâtiments. Alors, on a pas mal de questions. Peut-être que c'est le moment de... Oui, on peut faire une petite pause pour prendre des questions. Donc, en fait, la première, c'est une question de Philippe qui nous demande, quand on parle d'installation, est-ce que cela prend en compte les modifications des appareils? Donc, en fait, la question mériterait qu'on la précise un peu, c'est-à-dire quand on parle de modification des appareils, de quels appareils parle-t-on? En fait, finalement, l'installation d'un capteur ne doit nécessiter aucune modification d'appareil dans l'absolu. C'est très simple. C'est une opération qui peut être menée par n'importe quel installateur technique. Voilà, climatisation, 23 voies, merci Philippe, par exemple. Donc, en fonction de après je laisserai répondre Bernard, mais en fonction de la typologie d'appareil que l'on veut mesurer, on a ce qu'on appelle par exemple pour les climatisations des petits automates qui vont pouvoir faire le lien entre le capteur qui va mesurer la température et le pilotage, l'envoi de la commande à la climatisation. On va avoir 2 types de capteurs. On va avoir des capteurs en fait qui vont permettre, si je prends par exemple l'exemple de... On l'a pas mis la climatisation dedans, mais on l'a mis dans d'autres types de bâtiments. Donc il y en a un premier qui va être capable par mesurer la dépression fait globalement pour vérifier si la climatisation est fonctionnelle. Ouais. Et après il y a différents niveaux de capteurs. Donc
De manière simple, c'est j'active pas, c'est plutôt le on-off. Donc là, on a des capteurs actionneurs qui permettent d'activer globalement un objet, voire un appareil. Et après, en effet, il y a la possibilité de s'interfacer avec des contacts secs. Enfin, là, et après, il faut regarder spécifiquement sur le modèle parce que le champ des possibles est important. Donc, par contre, on peut envoyer des commandes s'il y a des interfaces de connectivité. Une fois que ça, c'est fait, globalement, la plateforme elle va vous permettre globalement de lancer ces commandes. Ces actions. Après, alors, d'autres questions. Est-ce qu'il faut obligatoirement un compteur Linky pour suivre la consommation d'électricité? Pas forcément. Donc, il y a des endroits, il n'y a pas des compteurs Linky. Alors, on a mis Linky, mais donc il y a la possibilité aussi d'avoir des interfaces sur les compteurs existants pour remonter les informations d'électricité. Et aussi, on peut aussi également, avec des outils, puisqu'on arrive à mesurer le sous-comptage globalement des différents départs, on peut aussi le traiter de cette manière-là. Alors, on évoque le compteur Linky ou le compteur Gaspard pour le gaz parce que ce sont des compteurs qui sont déjà connectés et qui permettent de ne pas avoir à installer de capteurs. C'est-à-dire que pour être... il y a une interface TIC qui nous permet de remonter directement l'information très rapidement. Pour simplifier, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'équiper vos compteurs de capteurs et on se connecte directement et on remonte cette information. Mais il existe des adaptateurs qui vont fonctionner sur d'autres types de compteurs. Est-ce à la commune d'installer les objets sur les équipements? Pas forcément. Enfin, globalement, c'est quelque chose, là, dans ce qu'on a présenté, on prévoit l'installation. Après, c'est ouvert, c'est-à-dire qu'en effet, des fois, certains vont pouvoir préférer parce qu'ils ont leur électricien, voire leur service de maintenance, ou voir en interne la capacité de le faire. Hein. Il y a certains capteurs, il y a franchement, c'est assez simple. Hein. Il y en a, ça va se poser de manière très simple. Il faut mettre 3 vis et le faire démarrer. Après, les capteurs complexes, quand on va intervenir en effet sur des actionneurs, en effet, c'est un peu plus compliqué. Les objets tombent en panne, qui s'en occupent, globalement, il y a une garantie sur les objets, une maintenance qui est réalisée. Alors, sur les coûts, du coup, on a essayé de les indiquer. Alors, je ne sais pas si vous les voyez globalement dans les packs qu'on a réalisés. Donc, il y avait un coût d'achat et de pose du matériel. Donc, on avait sur la première version 1800 et 405 € d'abonnement annuel qui va permettre aussi à la fois de remonter les données et d'avoir la connectivité à la plateforme. À savoir que le déploiement du réseau n'est pas inclus dedans. Enfin, c'est les syndicats numériques qui portent le projet et qui vous permettent de mutualiser en fait cette infrastructure de réseau qui vont permettre de collecter ces différents objets. Je pense que du coup, on va passer à l'étape d'après. On va retrouver forcément des éléments identiques. Hein. Donc, après l'école, la salle des fêtes. Donc, la salle des fêtes, souvent, qui est utilisée, qui des fois avec des usages variables, qui peut être aussi salle polyvalente. Qualité de l'air, donc intéressant. Mesure aussi de l'électricité. On a rajouté des capteurs d'ouverture et de fermeture de portes parce que des fois, sur ce type de bâtiment, globalement, il y a des occupants et puis ils s'en vont et les portes sont restées ouvertes. Donc, c'est plutôt, ça peut être gênant. Et si on va aller plus loin, on peut aller également travailler aussi sur les problématiques de consommation d'eau, que ce soit donc au niveau de la cuisine ou au niveau des toilettes. Il y a certains élus dans d'autres départements qui nous ont demandé de pouvoir éteindre à distance globalement l'électricité. On peut mesurer ici également les différentes consommations. Et aussi intéressant parce que souvent, les élus ont des fois des plaintes en termes de mesures sonores. On peut aussi également mesurer le niveau de son présent dans le bâtiment. Et on peut croiser cela aussi avec globalement les consommations, la présence des personnes, ce qui permet de lancer des scénarios. J'ajouterais juste une chose, c'est que il y a l'objectif de mesurer la consommation,
bien évidemment pour voir l'usage qui est fait du bâtiment, mais un simple capteur de télérelève ou un compteur connecté de télérelève d'eau vous permet aussi sur ce type de bâtiment, la salle des fêtes ou y compris les écoles, de tout de suite anticiper, constater, très réactif par rapport aux fuites, puisque il y a des alertes, on y viendra après, qui peuvent être automatisées. Un bâtiment de ce type, si la consommation d'eau, pour prendre cet exemple, n'est jamais à 0 au cours de la nuit, c'est donc qu'il y a une fuite et vous pouvez être alerté immédiatement, ce qui vous évite des factures extrêmement élevées puisque vous les recevez généralement une fois tous les 6 mois. Et c'est ce type d'anticipation et d'intervention immédiate que permet aussi un système aussi simple que celui-là. On passe du coup après un autre type de bâtiment. Donc la mairie, on va se retrouver à peu près dans le même type. Premier élément, donc mesure de qualité de l'air. Généralement, on mesure plutôt la qualité de l'air dans les espaces soit recevant du public ou dans les salles de réunion. Et puis également la mesure de l'énergie et des compteurs. Donc ça, c'est la version la plus simple de ce qu'on peut mettre en œuvre. Après, on peut avoir des actionneurs qui vont permettre de piloter différents systèmes, donc que ce soit la ventilation, la climatisation, le chauffage, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire. Et puis également, il peut être également intéressant d'avoir une mesure des différents départs électriques, notamment sur les équipements qu'on a cités au-dessus. Alors pour répondre à chaque fois aux questions des coûts, des abonnements, donc il n'y a pas de coût d'études. Par contre, vous voyez, l'idée a été de simplifier. Il y a un grand travail a été fait par le Berry numérique pour simplifier la mise à disposition de packs qui sont standardisés, qui vous donnent une idée très précise de quels sont les coûts tant d'achat du matériel et d'installation que de l'abonnement annuel que cela implique ensuite pour le fonctionnement et la continuité de service de ces installations-là. À ce sujet, est-ce que Pascal ou Christophe voulaient intervenir ? Oui, non, mais peut-être effectivement pour entre guillemets rassurer les collectivités. L'idée, c'est bien de les accompagner dans la mise en œuvre. Donc, il y a forcément un rendez-vous d'expression du besoin, de visite des bâtiments et d'analyse de quel est le besoin et comment on pourrait y répondre. Suite à ça, il y a une proposition commerciale qui vous dit, de vu ce qu'on a compris de votre besoin, voilà ce qu'on propose de mettre en place comme capteur et comme outil, avec peut-être un premier niveau pour répondre à tel objectif, peut-être un deuxième niveau qui peut être un peu plus cher ou impactant en deuxième objectif. Et il y a bien l'installation des capteurs dans la logique d'achat. Hein. Nous, aujourd'hui, on a vraiment un marché qui est capable de faire du clé en main, donc avec études, fournitures, pose des capteurs. On a aussi une certaine souplesse où certaines collectivités pourraient avoir envie d'acheter eux-mêmes leurs capteurs et de les gérer. Ouais. Et donc, voudraient juste pouvoir utiliser, entre guillemets, notre réseau pour monter les données et ou la plateforme pour les voir. Mais il y a bien, je dirais, l'offre, entre guillemets, de base, notamment pour les petites collectivités. C'est un peu une offre clé en main qui va donc jusqu'à la mise en adéquation de la proposition avec le besoin, l'installation et la supervision du capteur. Donc pour préciser ce que disait Bernard tout à l'heure, donc il y a la partie garantie, ensuite il y a la partie supervision. Ça veut dire qu'effectivement, le capteur appartient à la collectivité. Donc, si le capteur grille au bout de 3 ans en période de garantie, ce sera bien la collectivité de le racheter. Par contre, si à un moment donné, il ne se connecte plus et qu'on ne sait pas trop pourquoi il ne se connecte pas, ça, c'est chez nous, en termes de supervision, de regarder pourquoi il ne marche plus. Est-ce que c'est un problème du réseau qui, à un endroit ou à un autre, ne marche plus? Ou est-ce que c'est un problème qu'il a été déplacé ou cassé ou qu'on a enlevé la pile ou que sais-je? Donc il y a ce sujet de supervision qui est bien chez nous dans la prestation d'abonnement annuel. Voilà. Et donc oui, pour compléter, il y a vraiment ce niveau de souplesse. L'idée, c'était pour vous faire toucher un petit peu de plus près de ce qu'on pouvait faire. Forcément, les quantités peuvent changer. Il peut avoir des spécificités. Donc là, en effet, ce sera du particulier, mais suivant le contexte et surtout aussi vos priorités. C'est-à-dire que si l'enjeu, c'est plutôt de mesurer la sécurité du bâtiment, on ira peut-être plutôt sur des capteurs d'ouverture. Si vous avez des problèmes d'énergie,
avec des factures importantes, on va plutôt travailler sur un sujet en particulier. Donc, ça peut s'adapter. Quand on va commencer à piloter, à faire des interfaces avec des systèmes existants, donc en effet, le rendez-vous, il est indispensable et il sera aussi nécessaire d'avoir un échange avec votre énergéticien, votre chauffagiste, enfin toutes ces choses-là. C'est pas l'idée de se substituer aussi à ces systèmes existants, mais c'est de les rendre interopérables. Je vais en profiter pour répondre de suite à la question de Christine, qui nous demande où les données sont-elles hébergées. Est-ce qu'elles sont en France? Alors oui, absolument. C'est un data center qui est souverain et qui est basé à Marseille, à La Ciotat, et qui présente aussi, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, des garanties de sécurité qui sont extrêmement élevées. Donc, on répond aux caractéristiques de l'ANSSI là-dessus, qui est l'organisme qui régule toute la problématique de la cybersécurité, du RGPD. Donc, soyez assurés que les données sont hébergées, redondées, c'est-à-dire qu'elles sont stockées et sauvegardées tous les jours, ce qui fait que même s'il devait avoir une problématique au niveau du data center, la donnée est conservée. Et c'est important pour certains cas d'usage, puisque des données historiques permettent aussi ensuite d'avoir des scénarios de comportement en fonction de certaines périodes, ce qui vous permet aussi de pouvoir calquer ou adapter des scénarios qui permettent de mieux accompagner l'usage du bâtiment qui est fait en fonction de la période. Si je peux me permettre, je vais compléter ces éléments-là parce que c'est une notion de souveraineté qui est importante et je pense qui vous est chère. Déjà, Ubicité comme Synox, on n'est pas propriétaire de vos données. Enfin, globalement, c'est les collectivités qui sont propriétaires de leurs données et grâce à ce que fait RIP36 et Berry Numérique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très important à ce sujet-là. Donc, soyez... et puis, deuxième sujet, c'est que le réseau par lequel transitent, en effet, ces données, en fait, c'est un réseau privé. Un réseau qui est sur Internet, c'est un réseau qui a été constitué pour le compte, en fait, des deux syndicats numériques qui vous est mis à disposition. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas explosé dans le cloud, parce qu'il y a des solutions qui existent globalement d'objets connectés dans le cloud. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc, c'est un réseau souverain porté par les deux syndicats numériques. Question de Philippe, s'il faut-il un abonnement au service avant de solliciter une étude? Non. Globalement, l'objet, ça sera à nous de vous convaincre qu'il faudra choisir la bonne solution. Et soyons aussi raisonnables, on a une notion aussi de numérique responsable. L'idée, c'est pas de mettre des capteurs partout, c'est de les mettre au bon endroit pour que ça puisse vous rendre des services. Peut-être à d'autres. On va retrouver des invariants. Le gymnase, donc également, notamment avec ces problématiques d'ouverture, capteur d'air, souvent les problématiques d'ouverture. Et puis, si on va aller un petit peu plus loin, ce qui va être un petit peu différent, on peut avoir donc les problématiques de consommation d'eau. Donc ça, c'est sûr, avec les douches, c'est important, l'eau chaude. Les sous-comptages, parce que c'est aussi des endroits où l'énergie peut être importante. La VMC, et puis peut-être le nouveau capteur que l'on peut mettre en place, c'est un capteur qui va mesurer les risques de légionellose. Donc là, il y a quand même, c'est intéressant pour un élu parce que ça lui permet de prévenir ces risques. Donc globalement, on va mesurer les températures en entrée et en sortie et qui vont permettre de regarder s'il se passe, il y a un risque sur la gestion de l'eau chaude. Alors bien évidemment, on va mettre en place des réseaux de capteurs, des outils qui vont permettre de traiter les données, mais il y a un autre élément, Domingo, c'est que l'info tue l'info, et souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir juste les infos qui sont nécessaires quand il y a un problème. Absolument. Merci Bernard. En fait, là-dessus, il faut bien comprendre,
ce qui nous a paru essentiel au travers de ce qu'on a voulu vous mettre à disposition, c'est que vous n'allez pas passer, ni vous, ni quelque agent que ce soit, des heures devant un écran pour être en train de surveiller les courbes de température ou autres. Et donc, effectivement, la plateforme inclut un module d'alerte. Le module d'alerte, il va pouvoir servir à vous alerter sur un paramètre que l'on va mettre en place. Donc, il y a des paramètres qui sont déjà standards. Quand on parle de la qualité d'air, c'est au-delà de 1500 particules par million, donc ppm, pour le CO2. Et automatiquement, une alerte, dès que ce seuil est franchi, une alerte est déclenchée et est envoyée à la personne de votre choix. Donc ça fait partie de la configuration qui se fait au début du projet, où on détermine qui, en fonction de la typologie d'alerte, doit recevoir cette alerte. Si jamais c'est une alerte de fuite d'eau, on peut immédiatement envoyer par email une alerte à un agent technique qui va pouvoir aller vérifier si un robinet est resté ouvert ou si effectivement il s'agit bien d'une fuite d'eau et donc couper le compteur. Donc ces alertes permettent d'être très pragmatiques, d'être très fonctionnelles et de s'adresser directement aux agents de terrain qui doivent intervenir, qui pour une problématique d'électricité dans une salle des fêtes, le courant est resté allumé, les lumières sont restées allumées, un robinet d'eau est resté ouvert. Donc véritablement, c'est quelque chose de très simple en termes de fonctionnement et qui vous permet de tout de suite à recevoir l'alerte en temps réel et de pouvoir déclencher une intervention dès que c'est nécessaire. Pour résumer, du coup, on a la possibilité, d'une part, d'avoir des automatisations en fonction de calendrier, de plage horaire, et puis aussi d'avoir des alertes suivant les différentes briques métiers qu'on va pouvoir mesurer. Donc, je prends un exemple. Globalement, en fonction d'un planning d'occupation, on peut déclencher la clim, la VMC ou l'éclairage. La même chose sur l'eau. Et puis, ce que disait tout à l'heure Domingos, la possibilité de lancer des alertes suivant différents critères. Donc, on peut activer des ventilations, on peut, suivant des niveaux de seuil, suivant des niveaux de présence. La même chose également sur l'éclairage. Et donc, ça nous permet globalement de vous simplifier les choses au quotidien. Donc, l'idée, c'est aussi dans cette phase de captation des besoins, comme on parlait tout à l'heure. Donc, d'une part, il y a la mise en œuvre des remontées de données. Et puis après, la deuxième étape, c'est en effet de bien paramétrer ça, de ce que vous avez besoin au quotidien, de façon d'une part, à éviter les faux positifs. Donc, c'est surtout vous envoyer une information quand on juge qu'elle est importante et puis vous pouvoir prévenir et puis voir, c'est des services qu'on va pouvoir fournir et qui va rendre plus de services aux administrés. C'est-à-dire que intervenir au bon moment et pas intervenir systématiquement alors qu'il ne se passe rien. Donc, il y a un bon paramétrage des seuils à donner. Donc, on a l'habitude de faire ça de façon à ce que ça puisse être efficace. Alors, du coup, on va prendre quelques exemples sur la commune de Plainpied dans un établissement virtuel, la Clé des Champs. Donc, c'est pour montrer des exemples de tableaux de bord qu'on peut réaliser donc sur différents cas d'usage. C'est des tableaux de bord qui vont plutôt collecter de la donnée. Après, on a aussi des tableaux de bord qui permettent aussi d'activer de la donnée. Oui, en fait, in fine, juste pour les tableaux de bord, on vous met à disposition les tableaux de bord de façon à ce qu'ils soient immédiatement opérationnels. Bien évidemment, ensuite, nous sommes en mesure de les adapter si jamais il y a un cas de figure plus spécifique qui vous concerne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les tableaux de bord ont déjà été pensés pour répondre à ces cas d'usage que vous allez mettre en place et qui vous permettent de remonter la bonne information et donner la bonne éclairage à la donnée. Donc, vous n'aurez pas à vous préoccuper au départ
de la mise en place des tableaux de bord ou de la configuration de ceux-ci, puisqu'ils viennent déjà paramétrés par rapport au cas d'usage qu'ils concernent. Peut-être que Pascal, il peut nous préciser un peu le contexte de ce cas. Oui, oui, tout à fait. Alors en fait, c'est pas une école virtuelle, hein, parce que c'est bien des écoles, l'ensemble des écoles de plein pied. Il se trouve que c'est la commune où j'habite et c'est des écoles où mes enfants sont allés. Donc les bâtiments existent. On est en fait en cours aujourd'hui de discussion avec la commune pour savoir exactement quoi faire, quoi équiper. Mais c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on a 2 bâtiments avec respectivement 4 salles de classe. Un qui a été rénové récemment, qui est l'école élémentaire, un qui est plus ancien. On a en fait, il y a différents problèmes identifiés. Donc, la question on est en train de finaliser l'étude là pour regarder comment traiter les problèmes. Parmi les problèmes identifiés, il y a le fait qu'aujourd'hui, on ne surveille pas la qualité de l'air dans l'école maternelle et il n'y a pas de VMC performante. Alors que sur l'école élémentaire qui a été rénovée, il y a une centrale de traitement de l'air qui est réputée performante, même si on ne surveille pas non plus la qualité de l'air. On a un sujet de discussion un peu récurrente avec les agents sur la partie cantine qui serait ou qui est à la fois trop chaud, pas assez ventilé, trop bruyant, mais avec assez peu finalement de données objectives. On a une anomalie sur les factures d'électricité sur le code élémentaire qui montre que la facture d'électricité est la même au mois d'août, quand manifestement l'école est fermée, qu'au mois de janvier ou février. Donc on se demande ce qu'ils consomment quand même sur ces périodes-là. Et puis on a 2 vieilles chaudières gaz, une par établissement, dont on n'est pas sûr qu'elles soient très efficaces. Donc voilà un peu les sujets qui constituent le diagnostic, et donc on est en train de regarder avec différents niveaux par rapport au PAC d'investissement et de contraintes d'installation, ce qu'on va réellement faire. Et donc l'idée, c'était à travers d'un cas très concret comme ça, de vous présenter, et je vais rendre la parole à Domingos, sur ce que peuvent être les fameux tableaux de bord, et donc à quoi sert cette application, parce que l'idée étant pas finalement pour la commune, savoir exactement comment marchent les capteurs, où est le réseau, etc. C'est pas ça qui est très important, c'est plus ce que vous allez pouvoir constater sur les tableaux de bord, et surtout quelles sont les alertes qui vont être générées et comptabilisées, pour qu'on arrive à identifier les problèmes et donc demain à les traiter. Parce que si on met des capteurs qui montrent qu'il n'y a jamais aucun problème, c'est sans doute soit qu'on n'a pas choisi le bon bâtiment, soit qu'on n'a pas mis les bons capteurs. Voilà. Absolument. Donc, très simplement, vous voyez que les tableaux de bord qui ont été préparés sont assez simples d'un point de vue graphique. On peut faire énormément de choses, mais on a volontairement voulu les rendre les plus simples et lisibles possible, avec des indicateurs et des couleurs qui vous permettent tout de suite, en fonction des paramètres qui auront été définis, et il y a des paramètres par défaut qui sont définis en termes de température, d'humidité, comme je vous le disais, pour la qualité d'air, de particules par million. En termes de saturation, il y a des réglementations qui nous donnent les seuils au-delà desquels il faut intervenir, c'est-à-dire ventiler, etc. Donc voilà, vous voyez que très simplement, vous pouvez avoir une vision résumé synthétique, là, dans ce cadre-là, de la qualité de l'air, avec les différents critères que vous voyez, avec le taux de luminosité, les particules, le taux d'humidité, si la salle est occupée, elle n'est pas occupée, et vous pouvez aussi avoir accès à l'historique. Et tout cela, vous pouvez en retirer, bien évidemment, des rapports qui vous permettent de voir comment évoluent les choses au fil des jours, et si jamais il y a des actions qu'il va falloir mettre en place pour s'adapter au scénario d'utilisation de la salle des classes. De la même façon, pour le chauffage, l'idée est de vous restituer en temps réel, bien évidemment, les conditions donc dans ce cadre-là de température dans les différentes salles mesurées, avec le planning, le calendrier de programmation du chauffage des salles, et d'avoir des alertes quand la température dépasse un certain seuil ou est en dessous d'un certain seuil, et donc de pouvoir soit avoir une action automatisée, régler automatiquement la température dans une zone particulière, ou juste de demander, de prévenir, si c'est votre choix, un agent qui va pouvoir intervenir
remettre les paramètres au bon niveau, au niveau désiré. Ce qui est peut-être précision, c'est qu'on peut mesurer les informations quasiment en temps réel, suivant le niveau de paramétrage du capteur qu'on a mis en œuvre. C'est-à-dire que on a des capteurs quand même qui sont assez sobres en termes de transmission de données. Donc, on va choisir un niveau d'échantillonnage des remontées d'informations, mais on peut regarder les informations donc soit dans l'heure, soit dans la journée, soit dans le mois ou soit sur l'année. Ce qui permet d'avoir des consolidations et des statistiques, voire de comparer certaines années. C'est-à-dire que, par exemple, du coup, on a constaté qu'il se passe quelque chose. On a un problème sur un bâtiment, on a mené une action, on est capable aussi de montrer, notamment après ça va servir aussi pour les problématiques des exigences réglementaires, de dire voilà, j'en étais là, maintenant j'en suis là, j'ai réglé ma VMC, j'ai pas réglé ma VMC, et où j'ai, voire même à certains endroits, c'est-à-dire un bâtiment qui est construit, le maître d'œuvre s'était engagé d'avoir un niveau de service et de qualité de l'air, et puis finalement on n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir piloter les actions et les améliorations qui ont été faites. J'accélère parce que le temps passe, je suis désolé. De la même façon, vous voyez, en fait, l'idée, vous l'aurez compris, c'est que pour chaque cas d'usage, vous avez un tableau de bord qui vous permet très simplement d'avoir accès aux données, le module d'alerte qui vous permet de mettre en place et tout ce système de vigilance qui va vous permettre d'intervenir ou de réguler automatiquement si besoin. Et en fait, vous avez donc aussi tout l'historique qui vous permet de savoir combien de fois vous êtes passé au-delà d'une température que vous aviez définie, dans quelle typologie de zone, pour voir s'il y a des problématiques un peu plus profondes à résoudre, structurelles ou autres dans le bâtiment. Donc, voilà ce que vous permet finalement de faire ces tableaux de bord. Ils permettent aussi de suivre la consommation des différentes zones, des différents équipements, si jamais voilà, c'est là, votre on besoin. est au niveau macro en fait sur l'école, et après dans le tableau de bord d'après, on est en sous-comptage, c'est-à-dire que par partie, on est capable de voir combien telle zone consomme. Exactement. Donc, vous êtes capable de savoir quelle est la zone de votre bâtiment ou l'équipement qui est le plus énergivore, et si finalement il y a des actions possibles en termes d'amplitude horaire, de réduction de ces amplitudes horaires, ou des scénarios à mettre en place qui vont permettre d'optimiser cette consommation énergétique. De la même façon, un cas d'usage très simple, vous êtes, encore une fois, on parle d'une réglementation qui est le suivi de la chaîne du froid. Il y a déjà énormément d'écoles qui, au niveau des cantines scolaires, sont équipées de la supervision en température des chambres froides. Et là, c'est là où le module d'alerte prend toute son importance, et surtout aussi tout l'historique. Vous êtes tout à fait capable de démontrer que vous avez été parfaitement vigilant et respectueux de la réglementation sur, malheureusement, on le voit encore dans l'actualité, avec des problématiques de bactéries qui se sont développées au niveau des cantines scolaires. Là, vous avez un système très simple qui vous permet d'être alerté tout de suite s'il y a une défaillance au niveau de la chaîne du froid. Alors, pour maintenant en venir plus à la façon dont vous pouvez rejoindre ce projet et comment vous pouvez solliciter et du côté de l'Indre et du côté du Cher les deux acteurs que vous voyez, je laisse la parole à Pascal et à Christophe pour commenter cette partie-là. Oui, c'est assez simple. Il suffit de recontacter le syndicat mixte de votre département. Donc, on a mis là ici l'adresse mail. Vous connaissez en général nos coordonnées et souvent d'ailleurs les téléphones de Christophe ou le mien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, quelles que soient vos interrogations ou votre besoin. Et puis, l'objectif, c'est qu'on vienne vous voir et qu'on regarde précisément en fonction de votre contexte comment vous accompagner. Il restait une dernière question là qu'on n'a pas traitée de Philippe sur la question des subventions dans le cadre de ces installations. Alors,
il n'y a pas de subvention spécifique apportée par les syndicats mixtes, puisqu'on porte déjà l'investissement en propre. Après, vous avez, j'imagine, vos mécanismes de subvention classiques, que ce soit des ETR ou éventuellement Fonds verts, etc. des îles, voilà. Mais souvent, on est quand même sur des tout petits budgets pour démarrer, quoi. On l'a vu sur les PAC, un budget d'investissement pour équiper un bâtiment public, c'est souvent quelque part entre 500 et 5 000 euros, quoi. Donc c'est pas forcément ça qui peut nécessiter des sujets de subvention. Donc, je pense que dans un premier temps, l'enjeu est vraiment de se dire de quoi on a besoin pour régler quel problème ou pour apporter quel service supplémentaire, plutôt que ça va coûter trop cher, on va pas réussir à le financer parce que très souvent, le démarrage est quand même vraiment pas très cher. Oui, j'ajouterais juste que potentiellement, et ça sera un volet qui méritera d'être peut-être approfondi, c'est, je sais pas, si Philippe faisait allusion au C2E, aux subventions C2E, c'est des choses qui pourront être traitées à part, mais il y a potentiellement, je parle vraiment au conditionnel, des choses qui peuvent être faites de ce côté-là, avec les systèmes, puisque ce système, à partir du moment où il permet l'actionnage, est équivalent, on en parlait dans les décrets BACS et tertiaires, à des GTB de niveau, alors pas de niveau A, mais de niveau B, de niveau C, de niveau D, et potentiellement peut donner lieu à des subventions de l'ordre du C2E. Et après, il faut voir aussi les retours sur investissement qui sont assez courts, généralement plutôt en moyenne de 2 à 3 ans, voire moins, suivant la typologie du bâtiment sur lequel on va travailler. Bien, on a largement débordé, on est désolé, mais du coup, on a préféré répondre aux questions. Je vous remercie de votre participation et on reste à disposition en support de RIP36 et de Berry Numérique pour bien évidemment collecter vos besoins. Oui, merci beaucoup pour votre temps et pour être resté malgré ces 10 minutes de dépassement. Pascal, Christophe, ce qu'on affiche à l'écran, donc, sont les coordonnées sur lesquelles ils peuvent prendre contact avec vous respectivement. Mais est-ce que, une dernière petite chose, est-ce qu'on envoie, c'est une question que je pose, le contenu de cette présentation à l'ensemble des participants? Je crois que c'est prévu. Oui, c'est prévu. Donc, vous allez recevoir les contenus. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, au travers de Christophe, de Pascal et nous-mêmes, on sera ravis de pouvoir y répondre. Merci à tous. Merci encore et une très bonne journée à vous tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.